Je m'appelle Lucie, et je suis une journaliste passionnée et déterminée. Ma vie a pris un tournant inattendu lorsque j'ai été confrontée à un défi que je n'aurais jamais imaginé devoir relever. Tout a commencé avec Fabienne, ma belle-mère, une figure politique influente à Marseille. Notre relation, qui était déjà délicate, s'est considérablement détériorée lorsqu'elle a réalisé que je ne serais pas simplement un pion docile dans son jeu de pouvoir. Je me souviens encore du jour où j'ai compris que les choses ne seraient plus jamais les mêmes entre nous. C'était lors d'un dîner de famille, quelques mois après mon mariage avec son fils, Antoine. Fabienne parlait avec animation de sa dernière campagne, ses yeux brillants d'ambition. « Lucie, ma chère, dit-elle en se tournant vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, j'espère que tu comprends l'importance de la discrétion dans notre famille. Ton travail de journaliste pourrait être, disons, un atout pour nous, si tu sais comment l'utiliser correctement. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire, Fabienne ?» demandai-je, bien que je craignais de connaître déjà la réponse. Elle fit un geste dédaigneux de la main. « Oh, tu sais, un article ici et là pour mettre en valeur nos initiatives, peut-être quelques interviews exclusives. Rien de bien méchant. » Je pris une profonde inspiration, sentant le regard d'Antoine peser sur moi. « Je suis désolée, Fabienne, mais mon intégrité journalistique n'est pas négociable. Je ne peux pas utiliser ma position pour faire de la propagande, même pour la famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Fabienne se durcit, son sourire se transformant en un rictus glacial. « Je vois, dit-elle d'une voix tranchante comme un rasoir. J'espérais que tu comprendrais l'importance de la loyauté familiale. Il semblerait que je me sois trompée. » À partir de ce moment, je sentis que quelque chose avait changé. Les invitations au dîner de famille se firent plus rares, et lorsque j'y assistais, l'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de regards en coin. Fabienne ne manquait jamais une occasion de me rappeler subtilement ma place, ou plutôt, la place qu'elle pensait que je devrais occuper. Au travail, je commençais à remarquer de petits changements. Des sources qui, auparavant, étaient prêtes à me parler, devenaient soudainement muettes. Des portes qui m'étaient ouvertes se fermaient mystérieusement. Je ne pouvais pas le prouver, mais je sentais la main invisible de Fabienne derrière tout cela. Un soir, alors que je rentrais tard du bureau, je trouvai Antoine qui m'attendait, l'air préoccupé. « Lucie, dit-il doucement, ma mère m'a parlé aujourd'hui. Elle pense que tu devrais peut-être envisager de changer de domaine journalistique. Quelque chose de moins politique. » Je sentis la colère monter en moi. « Et qu'en penses-tu, toi ?» demandai-je, scrutant son visage à la recherche d'un signe de soutien. Il détourna le regard, mal à l'aise. « Je pense que ce serait plus facile pour tout le monde si tu... » Je ne le laissai pas finir. « Plus facile ? Pour qui ? Pour ta mère qui veut contrôler chaque aspect de nos vies ? Ou pour toi qui ne veux pas avoir à choisir entre ta femme et ta mère ? » Cette nuit-là, je dormis mal, tournant et retournant dans mon esprit les implications de cette situation. Je savais que Fabienne était puissante, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle utiliserait cette puissance contre moi, sa propre belle-fille. Je réalisais que j'étais à un carrefour, je pouvais soit me plier à sa volonté et sacrifier tout ce en quoi je croyais, soit me battre pour mon intégrité et ma carrière, au risque de détruire ma vie familiale. Le lendemain matin, je pris ma décision. En me regardant dans le miroir, je me fis une promesse, je ne laisserai pas Fabienne me dicter ma conduite. J'étais une journaliste, et une bonne journaliste. Mon devoir était envers la vérité, pas envers les machinations politiques de ma belle-mère. Cette décision marqua le début d'une période difficile. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, de nouvelles tentatives de Fabienne pour me faire plier. Mais chaque obstacle ne faisait que renforcer ma détermination. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais j'étais prête à le parcourir, quoi qu'il en coûte. Peu à peu, je commençais à comprendre que ce conflit avec Fabienne n'était pas seulement une lutte pour ma carrière, mais aussi une bataille pour mon identité et mes valeurs. Chaque article que j'écrivais, chaque vérité que je révélais, était un acte de résistance contre sa tentative de me contrôler. Alors que les jours devenaient des semaines, et les semaines des mois, je sentais que quelque chose de plus grand se préparait. Fabienne devenait de plus en plus agressive dans ses tentatives de me faire taire, et je savais que tôt ou tard, notre conflit atteindrait un point de non-retour.
Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce point de non-retour allait arriver bien plus tôt que je ne le pensais, et qu'il allait changer nos vies à jamais. La découverte qui allait tout changer se produisit un mardi matin comme les autres. J'étais plongée dans une enquête de routine sur les financements des campagnes politiques locales, fouillant dans des archives poussiéreuses à la recherche d'irrégularités mineures. C'est alors que je tombais sur un dossier anodin, daté d'il y a près de 20 ans. Au début, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Des relevés bancaires, des factures, des notes manuscrites. Mais en y regardant de plus près, quelque chose clochait. Les montants ne correspondaient pas, les dates étaient incohérentes. Intriguée, je décidai de creuser davantage. Je passai les heures suivantes à éplucher chaque document, à recouper les informations, à suivre la piste de l'argent. Petit à petit, une image troublante commença à se dessiner. Au cœur de ce labyrinthe financier se trouvait un nom que je connaissais que trop bien, Fabienne Dubois, ma belle-mère. Mon cœur se mit à battre plus fort lorsque je réalisai l'ampleur de ce que j'avais sous les yeux. Ce n'était pas une simple irrégularité, mais un véritable scandale. Fabienne, alors jeune conseillère municipale, avait détourné des fonds publics destinés à la rénovation d'un quartier défavorisé. L'argent avait été réinjecté dans sa propre campagne, lui permettant de gravir rapidement les échelons politiques. Je me souviens être restée figée devant mon bureau, les mains tremblantes. « Ce n'est pas possible, murmurai-je pour moi-même. Mais les preuves étaient là, indéniables. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je tournais et retournais dans mon lit, incapable de faire taire les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. D'un côté, j'avais entre les mains une information explosive, le genre de scoop dont rêve tout journaliste. De l'autre, c'était ma belle-mère, la grand-mère de mon futur enfant. Comment pouvais-je concilier mon devoir professionnel et mes obligations familiales? Le lendemain, au bureau, je fis de mon mieux pour agir normalement. Mais mes collègues remarquèrent rapidement que quelque chose n'allait pas. « Ça va, Lucie ?» me demanda Sophie, ma collègue et amie. « Tu as l'air préoccupée. » Je forçai un sourire. « Tout va bien, juste un peu fatiguée. » Mais intérieurement, j'étais en ébullition. Je savais que je devais agir, mais comment? À qui pouvais-je en parler? Chaque option semblait comporter des risques énormes. Les jours suivants, je continuais mes recherches en secret, vérifiant et revérifiant chaque détail. Plus je creusais, plus le scandale prenait de l'ampleur. Ce n'était pas seulement une question de détournement de fonds. Fabienne avait utilisé son influence croissante pour étouffer toute enquête, menaçant et corrompant ceux qui auraient pu la dénoncer. Un soir, alors que je travaillais tard au bureau, pensant être seule, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai brusquement pour voir mon rédacteur en chef, Jean-Pierre, qui me regardait d'un air soucieux. « Lucie, qu'est-ce que tu fais encore là à cette heure-ci » demanda-t-il. Prise au dépourvu, je bafouillai une excuse à propos d'un article en retard. Mais Jean-Pierre ne semblait pas convaincu. « Écoute, dit-il en s'asseyant en face de moi, je te connais depuis longtemps. Je sais quand tu as quelque chose de gros entre les mains. De quoi s'agit-il ? » Je sentis une boule se former dans ma gorge. Pouvais-je lui faire confiance? Après un long moment d'hésitation, je décidai de me confier. Je lui racontai tout, depuis ma découverte initiale jusqu'aux implications pour Fabienne et ma famille. Jean-Pierre m'écouta attentivement, son visage passant de la surprise à l'inquiétude. Quand j'eus fini, il resta silencieux pendant ce qui me sembla une éternité. « Lucie, dit-il finalement, tu te rends compte dans quoi tu t'embarques? Fabienne Dubois n'est pas n'importe qui. Elle a des connexions partout, y compris dans notre journal. » Je hochai la tête, la gorge serrée. « Je sais. Mais que suis-je censé faire? Ignorer tout ça ?» Jean-Pierre soupira profondément. « Je ne peux pas te dire quoi faire. Mais sois prudente. Très prudente. Si tu décides d'aller au bout de cette histoire, assure-toi d'avoir des preuves en béton. Et surtout, fais attention à toi. » Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Je savais que j'étais assise sur une bombe à retardement. Si cette information venait à être révélée, elle ne détruirait pas seulement la carrière de Fabienne, mais aussi sa réputation, sa vie. Et par extension, elle affecterait toute notre famille. Chaque jour qui passait rendait la situation plus insupportable.
Je voyais Fabienne à la télévision, parlant de son engagement pour la ville, de son intégrité. Chaque mot sonnait maintenant creux à mes oreilles. Un soir, alors que nous dînions en famille, Fabienne parla avec enthousiasme de ses projets futurs, de sa vision pour Marseille. Je sentis son regard se poser sur moi. « Et toi, Lucie ? Sur quoi travailles-tu en ce moment ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je sentis mon cœur s'accélérer. Savait-elle ? Avait-elle deviné ? Je répondis vaguement, parlant d'une enquête sur les finances locales sans entrer dans les détails. Son regard s'attarda sur moi un peu trop longtemps, et je sus à cet instant que la confrontation était inévitable. Tôt ou tard, la vérité éclaterait. Et quand cela arriverait, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent ma découverte furent comme un cauchemar éveillé. Je sentais la présence oppressante de Fabienne partout, même lorsqu'elle n'était pas physiquement là. C'était comme si elle avait des yeux et des oreilles dans chaque recoin de ma vie. Un matin, alors que j'arrivais au bureau, je remarquai immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mes collègues chuchotaient entre eux, me jetant des regards en coin. Sophie, ma confidente habituelle, semblait m'éviter. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'elle vint me voir, l'air inquiet. « Lucie, murmura-t-elle, il y a des rumeurs. On dit que tu enquêtes sur quelque chose de gros, quelque chose qui implique des personnes haut placées. Est-ce que c'est vrai ?» Je sentis mon cœur s'accélérer. « Qui t'a dit ça ?» demandai-je, essayant de garder une voix calme. Sophie hésita. « Je ne peux pas te le dire. Mais fais attention, Lucie. Les murs ont des oreilles ici. » Cette conversation me laissa un goût amer dans la bouche. Comment l'information avait-elle pu fuiter ? Je commençais à réaliser que Fabienne avait probablement des informateurs au sein même du journal. Les jours suivants, je remarquai des changements subtils mais inquiétants. Des sources qui m'étaient autrefois fidèles commencèrent à me snober. Des portes qui m'étaient ouvertes se fermèrent soudainement. Même mon accès à certaines bases de données du journal semblait avoir été restreint. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, je trouvai Antoine qui m'attendait, l'air grave. « Lucie, dit-il doucement, ma mère m'a appelé aujourd'hui. Elle s'inquiète pour toi, pour ton travail. Elle pense que tu devrais peut-être prendre un peu de recul, peut-être même envisager un changement de carrière. » Je sentis la colère monter en moi. « Et depuis quand ta mère décide-t-elle de ma carrière ?» répliquai-je sèchement. Antoine soupira. « Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que, les choses semblent tendues en ce moment. Je m'inquiète pour toi, pour nous. » Je regardai mon mari, cherchant dans ses yeux un signe de soutien, mais je n'y vis que de l'inquiétude et de la confusion. Je réalisai avec un pincement au cœur qu'Antoine était pris entre deux feux, incapable de choisir entre sa femme et sa mère. Les semaines qui suivirent furent un véritable parcours du combattant. Chaque jour apportait son lot de nouvelles difficultés. Un matin, je découvris que mon article sur la corruption dans le secteur immobilier avait été relégué en dernière page, remplacé par un éloge dithyrambique des réalisations de Fabienne. Quand j'allais me plaindre auprès de Jean-Pierre, il évita mon regard. « Je suis désolé, Lucie, dit-il, l'air mal à l'aise. Les ordres viennent d'en haut. Je ne peux rien faire. » Je commençais à me sentir de plus en plus isolée. Même mes amis proches semblaient prendre leur distance, comme s'ils craignaient d'être associés à moi. Un jour, alors que je travaillais sur un nouvel article, je reçus un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était froide et menaçante. « Mademoiselle Martin, dit la voix, nous savons ce que vous faites. Si vous tenez à votre carrière, à votre famille, vous feriez mieux d'arrêter vos investigations immédiatement. » Avant que je puisse répondre, la ligne fut coupée. Je restai figé, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. C'était la première menace directe que je recevais, et elle me glaça le sang. Cette nuit-là, incapable de dormir, je sortis faire une promenade pour éclaircir mes idées. Les rues de Marseille, d'habitude si vivantes, me semblaient soudain hostiles et menaçantes. Chaque ombre me faisait sursauter, chaque bruit de pas me faisait retourner. C'est alors que je la vis. Fabienne, assise seule à la terrasse d'un café. Nos regards se croisèrent, et pendant un bref instant, je vis dans ses yeux un mélange de colère et de peur. Elle savait que je savais.
Sans réfléchir, je m'approchai de sa table. « Bonsoir, Fabienne, dis-je, essayant de garder une voix ferme. Elle me regarda froidement. « Lucie. Quelle surprise de te voir ici à cette heure-ci. Il faut qu'on parle, dis-je, m'asseyant en face d'elle sans attendre son invitation. » Fabienne soupira. « Je sais ce que tu penses avoir découvert, Lucie. Mais tu joues avec le feu. Tu n'as aucune idée des forces en jeu ici. » « Des forces, répétai-je. Vous voulez dire la corruption, le détournement de fonds publics ? » Elle se pencha vers moi, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. « Écoute-moi bien, ma chère belle-fille. Ce que tu as entre les mains pourrait détruire non seulement ma carrière, mais aussi la stabilité de toute cette ville. Es-tu prête à porter ce fardeau ? » Je soutins son regard. « La vérité finit toujours par éclater, Fabienne. Vous ne pouvez pas la cacher éternellement. » Elle eut un rire sans joie. « Oh, Lucie. Tu es si naïve. Tu crois vraiment que la vérité a de l'importance dans ce monde ? Ce qui compte, c'est le pouvoir, l'influence. Et crois-moi, j'en ai suffisamment pour faire de ta vie un enfer si tu continues sur cette voie. » Sur ces mots, elle se leva, me laissant seule avec mes pensées troublées. Je réalisai alors que cette confrontation n'était que le début d'une guerre ouverte entre nous. Une guerre dont l'issue déterminerait non seulement mon avenir, mais aussi celui de toute ma famille et peut-être même de Marseille tout entière. Les jours qui suivirent ma confrontation avec Fabienne furent parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec un poids sur la poitrine, consciente du dilemme moral qui m'attendait. La vérité que j'avais découverte pesait lourdement sur mes épaules, comme un fardeau que je ne pouvais ni ignorer ni partager. Un matin, alors que je préparais mon café, Antoine entra dans la cuisine. Il me regarda longuement, ses yeux remplis d'inquiétude. « Lucie, dit-il doucement, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es plus la même depuis quelques semaines. » Je détournai le regard, incapable de lui faire face. Comment pouvais-je lui expliquer que j'étais sur le point de détruire sa mère, de bouleverser notre vie familiale ? « Ce n'est rien, murmurai-je. Juste du stress au travail. » Antoine ne sembla pas convaincu. « Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ma mère ? J'ai remarqué les tensions entre vous deux. » Je sentis mon cœur s'accélérer. « Antoine, commençai-je, ma voix tremblante, si tu découvrais quelque chose de terrible sur quelqu'un que tu aimes, quelque chose qui pourrait tout changer, que ferais-tu » Il me regarda, surpris par ma question. « Je ne sais pas. J'imagine que ça dépendrait de la situation. » « Pourquoi tu me demandes ça ? » Je secouai la tête, incapable d'en dire plus. « Oublie ça. Ce n'est rien. » Mais ce n'était pas rien. Chaque jour qui passait rendait ma décision plus difficile. D'un côté, il y avait mon devoir de journaliste, mon engagement envers la vérité et la justice. De l'autre, il y avait ma famille, mon mariage, la stabilité de notre vie. Au bureau, je continuais mes recherches en secret, rassemblant plus de preuves, vérifiant chaque détail. Mais chaque nouvelle information ne faisait qu'alourdir le poids de ma décision. Un soir, alors que je travaillais tard, Jean-Pierre, mon rédacteur en chef, vint me voir. « Lucie, dit-il en s'asseyant en face de moi, je sais que tu travailles sur quelque chose de gros. Je ne te demanderai pas quoi, mais je vois bien que ça te ronge. » Je levai les yeux vers lui, reconnaissante de sa compréhension. « Jean-Pierre, comment fait-on quand la vérité peut faire plus de mal que de bien ? » Il soupira profondément. C'est la question que tout journaliste doit se poser un jour ou l'autre. Il n'y a pas de réponse simple. Parfois, la vérité doit être dite, peu importe les conséquences. D'autres fois, le prix à payer est trop élevé. Ces paroles résonnèrent en moi pendant des jours. Je me surprenais à imaginer les conséquences de mes actes. Si je révélais la vérité sur Fabienne, ce ne serait pas seulement sa carrière qui serait détruite. Ce serait aussi la réputation de notre famille, l'avenir d'Antoine, la stabilité de notre mariage. Une nuit, incapable de dormir, je sortis faire une promenade. Les rues de Marseille étaient calmes, l'air marin apportant un peu de fraîcheur. Je me retrouvai sur le vieux port, regardant les bateaux doucement bercés par les vagues. C'est là que je vis une famille, un couple avec leurs 2 enfants, riant et partageant une glace tardive.
Cette scène simple et heureuse me frappa de plein fouet. N'était-ce pas ce que je risquais de perdre? La possibilité d'une vie de famille heureuse, sans le poids de ce secret? Mais alors, une autre pensée me vint. Si je gardais le silence, pourrais-je vraiment vivre avec moi-même? Pourrais-je regarder mes futurs enfants dans les yeux, sachant que j'avais choisi le confort plutôt que la vérité? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je passais d'une certitude à l'autre, incapable de prendre une décision définitive. Un matin, alors que je me préparais pour aller au travail, Antoine m'arrêta à la porte. « Lucie, dit-il, son visage sérieux, quoi que tu décides de faire, sache que je serai toujours là pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois que c'est important pour toi. Fais ce que tu penses être juste. » Ces paroles me touchèrent profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis un peu de clarté dans mon esprit. Ce soir-là, je restai tard au bureau, relisant une dernière fois tous les documents que j'avais rassemblés. Les preuves étaient là, indéniables. Fabienne avait commis des actes répréhensibles, des actes qui avaient nui à la ville et à ses habitants. Alors que je regardais par la fenêtre, voyant les lumières de Marseille scintiller dans la nuit, je réalisais que ma décision était déjà prise. Je ne pouvais pas garder ce secret. La vérité devait être révélée, quelles qu'en soient les conséquences. Mais comment procéder? Comment minimiser les dégâts pour ma famille tout en faisant éclater la vérité? Je savais que les jours à venir seraient difficiles, peut-être les plus difficiles de ma vie. Mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en paix avec moi-même. Je rassemblais mes affaires, prête à rentrer chez moi. Demain serait un nouveau jour, le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Un chapitre difficile, certes, mais un chapitre nécessaire. Car au final, je réalisais que ce n'était pas seulement une question de journalisme ou de famille. C'était une question d'intégrité, de qui j'étais en tant que personne. En sortant du bureau, je pris une profonde inspiration. L'air de la nuit était frais, porteur de promesses et de défis. J'étais prête à les affronter, quoi qu'il en coûte. Le jour où je décidai d'utiliser mon atout était un mardi matin, gris et pluvieux. J'arrivai au bureau tôt, déterminée à mettre mon plan en action. Après des nuits d'insomnie et de réflexion intense, j'avais enfin trouvé une façon d'utiliser les informations que j'avais découvertes, non pas comme une arme destructrice, mais comme un levier pour le changement. Je m'assis à mon bureau, les mains tremblantes alors que je composais le numéro de téléphone de Fabienne. Chaque sonnerie faisait battre mon cœur plus vite. Finalement, j'entendis sa voix, froide et distante. « Lucie. Quelle surprise de t'entendre si tôt. » Je pris une profonde inspiration. « Fabienne, il faut qu'on parle. En privé. C'est important. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit, essayant de deviner mes intentions. « Très bien, dit-elle finalement. Mon bureau, 14 heures. Ne sois pas en retard. » La matinée passa dans un brouillard d'anxiété et d'anticipation. Je vérifiais et revérifiais les documents que j'avais rassemblés, m'assurant que tout était en ordre. À midi, je ne pus rien avaler, mon estomac noué par l'appréhension. À 14 heures précises, je me tenais devant la porte du bureau de Fabienne. Je frappai, entendis son entrée autoritaire, et pénétrai dans l'antre du lion. Fabienne était assise derrière son imposant bureau, l'image même du pouvoir et de la confiance en soi. Mais je pouvais voir une légère tension dans ses épaules, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Assieds-toi, dit-elle, désignant la chaise en face d'elle. De quoi voulais-tu me parler ? » Je m'assis, posant ma sacoche sur mes genoux. « Fabienne, je sais tout. Le détournement de fonds il y a 20 ans, les menaces, les couvertures. J'ai les preuves. » Son visage se figea, mais elle ne dit rien. Je continuai, je pourrais publier tout ça. Ça détruirait votre carrière, votre réputation. Mais je ne veux pas le faire. Fabienne plissa les yeux. Que veux-tu alors ? Je sortis un dossier de ma sacoche et le posai sur son bureau. Je veux que vous fassiez ce qui est juste. Voici un plan détaillé pour restituer les fonds détournés, sous forme de projets sociaux pour les quartiers défavorisés. Je veux aussi que vous vous retiriez progressivement de la vie politique, en laissant la place à une nouvelle génération de leaders.
Fabienne resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Puis, à ma grande surprise, elle éclata de rire. Un rire sans joie, presque amer. « Tu es vraiment naïve, ma pauvre Lucie, dit-elle. Tu crois que c'est si simple? Que je peux juste tout abandonner sur un coup de tête? » Je la regardai droit dans les yeux. Ce n'est pas un coup de tête. C'est votre chance de faire amende honorable, de partir la tête haute plutôt que dans la disgrâce. Fabienne se leva, faisant les 100 pas dans son bureau. Je pouvais voir le conflit intérieur qui se jouait en elle. Finalement, elle se tourna vers moi. Et si je refuse? Je pris une profonde inspiration. Alors je n'aurai pas le choix. Je publierai tout. Mais Fabienne, pensez Y. Pensez à Antoine, à notre famille. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout risquer? Elle s'appuya contre son bureau, semblant soudain très fatiguée. Tu ne comprends pas, Lucie. Ce n'est pas juste à propos de moi. Il y a d'autres personnes impliquées, des gens puissants. Si je tombe, je ne tomberai pas seule. Je me levai, m'approchant d'elle. Alors c'est l'occasion de faire les choses différemment. De montrer que le changement est possible, même dans le monde impitoyable de la politique. Fabienne me regarda longuement, et pour la première fois, je vis quelque chose changer dans ses yeux. Une sorte de respect, peut-être même d'admiration. Tu as du cran, je dois l'admettre, dit-elle doucement. Laisse-moi réfléchir à ta proposition. Je te donnerai ma réponse dans 2 jours. Je hochai la tête, sentant un mélange de soulagement et d'appréhension. En sortant de son bureau, je réalisai que ce n'était que le début. Quelle que soit la décision de Fabienne, rien ne serait plus jamais comme avant. Les 2 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Je jonglais entre mon travail au journal, essayant de maintenir une façade de normalité, et l'angoisse constante de la décision de Fabienne. Antoine remarqua mon agitation, mais je ne pouvais toujours rien lui dire. Pas encore. Finalement, le matin du 3e jour, je reçus un message de Fabienne, rendez-vous au Vieux-Port, 20h. Viens seul. La journée passa dans un brouillard. À 20h précises, je me tenais sur le quai, regardant les bateaux se balancer doucement sur l'eau. Fabienne arriva quelques minutes plus tard, l'air plus détendu que je ne l'avais jamais vu. J'ai réfléchi à ta proposition, Lucie, dit-elle sans préambule. Et j'ai décidé de l'accepter. Je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Vraiment? Elle hocha la tête. Tu as raison. Il est temps de faire les choses différemment. Ce ne sera pas facile, et il y aura des conséquences. Mais je suis prête à les affronter. Nous restâmes là, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. Pour la première fois depuis des mois, je sentis que l'avenir, bien qu'incertain, était plein de possibilités. Que fait-on maintenant? Demandai-je. Fabienne se tourna vers moi, un petit sourire aux lèvres. Maintenant, ma chère belle-fille, nous allons changer les choses. Ensemble. Les semaines qui suivirent notre conversation sur le Vieux-Port furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Fabienne, fidèle à sa parole, commença à mettre en œuvre les changements que nous avions discutés. Je me souviens encore de la première réunion que nous avons eue ensemble pour planifier son retrait progressif de la vie politique. C'était un samedi matin, dans un petit café discret du quartier du Panier. Fabienne arriva, vêtue d'un simple tailleur gris, loin de son habituelle apparence impeccable de femme politique. « Bonjour, Lucie, dit-elle en s'asseyant. Par où commençons-nous ? » Je sortis un dossier de ma sacoche. J'ai préparé un plan détaillé pour les 6 prochains mois. Nous devrions commencer par... Mais Fabienne m'interrompit d'un geste de la main. Avant de plonger dans les détails, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait, c'était courageux. Et juste. Je ne l'aurais jamais admis avant, mais tu m'as ouvert les yeux. Ces mots me prirent au dépourvu. Je restai silencieuse un moment, ne sachant pas comment réagir à cette soudaine vulnérabilité de sa part. Merci, Fabienne, dis-je finalement. Ça n'a pas été une décision facile. Elle hocha la tête. Je sais. Maintenant, montrez-moi ce plan. Les jours qui suivirent furent remplis de réunions secrètes, de conversations à voix basse et de plans minutieusement élaborés.
Fabienne commença par annoncer qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections, citant des raisons personnelles. Cette annonce provoqua un véritable séisme dans le paysage politique local. Parallèlement, nous travaillions sur le plan de restitution des fonds détournés. Fabienne utilisa ses connexions pour mettre en place une série de projets sociaux dans les quartiers les plus défavorisés de Marseille, sans jamais révéler la véritable origine de ces initiatives. Un jour, alors que nous visitions un chantier de rénovation d'une école maternelle dans les quartiers nord, Fabienne se tourna vers moi. « Tu sais, Lucie, dit-elle doucement, je n'aurais jamais imaginé que ma carrière se terminerait ainsi. Mais étrangement, je me sens plus en paix. » Je la regardai, surprise par cette confession. « Comment ça ?» Elle soupira. « Pendant des années, j'ai joué le jeu du pouvoir. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, tout en me disant que c'était pour le bien de la ville. Mais maintenant, en voyant le sourire de ses enfants, je réalise que c'est ça, le vrai changement. » Ces moments de vulnérabilité et d'honnêteté de Fabienne étaient rares, mais ils me montraient qu'un véritable changement s'opérait en elle. Cependant, tout n'était pas rose. Le retrait progressif de Fabienne de la scène politique créa un vide que beaucoup cherchèrent à combler. Des rumeurs commencèrent à circuler sur les raisons de son départ, certains soupçonnant un scandale caché. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, je trouvai Antoine qui m'attendait, l'air préoccupé. « Lucie, dit-il dès que je franchis la porte, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ma mère ? J'entends toutes sortes de rumeurs au bureau. » Je pris une profonde inspiration. Le moment était venu d'être honnête avec mon mari. « Antoine, dis-je en m'asseyant à côté de lui, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je lui racontai tout. La découverte du scandale, ma confrontation avec Fabienne, notre accord. Antoine m'écouta en silence, son visage passant par toute une gamme d'émotions, choc, colère, confusion, et finalement, une sorte de compréhension résignée. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il quand j'eus fini. Je savais que ma mère n'était pas parfaite, mais ça. Je pris sa main dans la mienne. Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Je voulais te protéger. Il serra ma main. Je comprends. Mais Lucie, à partir de maintenant, plus de secrets entre nous, d'accord ? Je hochai la tête, sentant un poids se lever de mes épaules. Cette conversation avec Antoine marqua un tournant dans notre relation. Nous étions enfin sur la même longueur d'onde, unis face aux défis qui nous attendaient. Les mois passèrent, et peu à peu, le plan que nous avions élaboré avec Fabienne commença à porter ses fruits. Les projets sociaux financés par les fonds restitués transformaient lentement mais sûrement les quartiers les plus défavorisés de Marseille. Des centres communautaires, des programmes éducatifs, des initiatives d'insertion professionnelle. Chaque projet était une petite victoire. Un jour, alors que nous inaugurions une nouvelle bibliothèque dans un quartier autrefois négligé, je vis Fabienne s'éloigner de la foule. Je la suivis et la trouvai seule, regardant par la fenêtre. « Tout va bien ?» demandai-je doucement. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu sais, Lucie, pendant des années, j'ai cru que le pouvoir était la seule façon de faire bouger les choses. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. Le vrai changement, il est là, dans les yeux de ces enfants qui auront enfin accès à l'éducation qu'ils méritent. » Je posai une main sur son épaule, émue par sa sincérité. « Ce n'est pas trop tard pour faire la différence, Fabienne. » Elle hocha la tête. « Tu as raison. Et je te remercie de m'avoir donné cette chance de rédemption. » Ce moment marqua un tournant dans notre relation. Ce n'était plus une belle-fille et sa belle-mère, ni une journaliste et une politicienne, mais deux femmes unies par un objectif commun, réparer les erreurs du passé et construire un avenir meilleur pour notre ville. Les mois qui suivirent furent une période de transformation profonde, non seulement pour Marseille, mais aussi pour moi-même. Alors que je regardais les changements se dérouler autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à mon propre parcours, à la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, et à ses conséquences inattendues. Un matin d'automne, je me suis retrouvée assise sur un banc du parc Borély, observant les feuilles dorées tomber doucement des arbres. C'était un moment de calme, une pause bien nécessaire dans le tourbillon des derniers mois. Je sortis mon carnet, décidé à mettre par écrit mes réflexions. « Le pouvoir de la vérité », écrivis-je en haut de la page.
Ces mots résonnaient en moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Je me souviens de cette nuit où j'avais découvert le scandale impliquant Fabienne. À l'époque, j'étais persuadée que la révélation de cette vérité serait destructrice, qu'elle ne ferait que causer de la douleur et du chaos. Mais en réalité, elle avait été le catalyseur d'un changement profond et positif. La vérité peut être dévastatrice, continuai-je à écrire, mais elle peut aussi être une force de renouveau. Je repensais à ma confrontation avec Fabienne, à ce moment où j'avais choisi d'utiliser la vérité comme un levier pour le changement plutôt que comme une arme. Cette décision avait été la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus libératrice. Un groupe d'enfants passa en riant, se dirigeant vers l'aire de jeu nouvellement rénovée. C'était l'un des nombreux projets que Fabienne avait mis en place dans le cadre de son plan de restitution. Voir la joie sur leur visage me rappela pourquoi nous avions entrepris ce voyage difficile. La rédemption est possible, notai-je, même pour ceux que nous pensions au-delà de tout espoir. La transformation de Fabienne avait été remarquable. D'une politicienne calculatrice et impitoyable, elle était devenue une force pour le bien dans la communauté. Bien sûr, le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de doute, des revers, des critiques acerbes de ceux qui ne comprenaient pas son changement soudain de priorité. Je me souviens d'une conversation particulièrement difficile que nous avions eue quelques semaines auparavant. Fabienne était venue me voir, l'air abattu. « Lucie, avait-elle dit, je ne sais pas si je peux continuer. Les gens me regardent différemment maintenant. Certains de mes anciens alliés me traitent comme une paria. » Je l'avais regardée droit dans les yeux. « Fabienne, ce que vous faites est important. Vous changez des vies. N'oubliez jamais ça. » Elle avait hoché la tête, retrouvant un peu de sa détermination. « Tu as raison. Merci de me le rappeler. » Ces moments de vulnérabilité m'avaient montré une facette de Fabienne que je n'aurais jamais cru possible. « Nous sommes tous capables de changer, écrivis-je dans mon carnet, si on nous en donne l'opportunité. » Mes pensées se tournèrent vers Antoine. Notre relation avait également été mise à l'épreuve par cette expérience. La révélation du passé de sa mère l'avait profondément secoué, mais cela nous avait aussi rapprochés d'une manière inattendue. Je me souviens de cette nuit où nous étions restés éveillés jusqu'à l'aube, parlant de l'avenir, de nos espoirs et de nos craintes. « Je suis fier de toi », m'avait-il dit, me serrant dans ses bras. « Tu as fait ce qui était juste, même si c'était difficile. » L'honnêteté renforce les liens, notai-je, pensant à la nouvelle profondeur que notre relation avait acquise. Bien sûr, tout n'avait pas été rose. Il y avait eu des moments de doute, des nuits d'insomnie où je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Le monde du journalisme pouvait être impitoyable, et certains de mes collègues m'avaient accusé d'avoir raté le scoop du siècle en ne publiant pas l'histoire de Fabienne. Mais chaque fois que ces doutes m'assaillaient, je me rappelais les changements positifs que nous avions initiés. Les nouveaux centres communautaires, les programmes éducatifs, les initiatives d'insertion professionnelle. Chacun de ces projets était une preuve tangible que nous avions fait le bon choix. Parfois, le plus grand impact vient des histoires que nous choisissons de ne pas raconter, écrivis-je, repensant à ma décision de ne pas publier le scandale. Le soleil commençait à baisser, projetant des ombres allongées sur le parc. Je fermai mon carnet, me sentant plus légère, plus sûre de moi que je ne l'avais été depuis longtemps. En rentrant chez moi ce soir-là, je croisai Fabienne qui sortait d'une réunion avec des représentants de la communauté. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait une lueur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonsoir, Lucie, dit-elle avec un sourire. « Comment vas-tu ? » »« Bien, répondis-je. »« Et vous ? Comment s'est passée la réunion ?» Elle soupira, mais c'était un soupir de satisfaction plutôt que de fatigue. C'était difficile, mais productif. Nous faisons vraiment une différence, tu sais. Je hochai la tête, sentant une vague de fierté m'envahir. Oui, nous le faisons. Alors que nous nous séparions, je réalisai que notre relation avait évolué d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Nous n'étions plus adversaires, ni même simplement belle-mère et belle-fille. Nous étions devenus des partenaires dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette nuit-là, en me couchant, je repensais à tout ce qui s'était passé. La découverte du scandale, la confrontation, la décision difficile, les changements.
Tout cela avait été un voyage incroyable, parfois douloureux, mais ultimement transformateur. La vérité peut être un fardeau, murmurai-je pour moi-même alors que je fermais les yeux, mais elle peut aussi être le chemin vers la liberté.